Mariesse à toi, cher spectateur, et bienvenue donc dans le retour de la Terre du Milieu. Oui, cela fait plaisir, je pensais vraiment pas qu'un jour on aurait l'occasion de parler d'un film sur le Seigneur des Anneaux, vraiment. Mais ce monde existe, et aujourd'hui nous allons parler du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama. L'histoire, ça se passe 200 ans avant le Hobbit, nous sommes en plein milieu du Rohan, et nous allons suivre Hera, qui est la fille de Helm, le roi du Rohan. Et au milieu de tout cela, il va y avoir une série de péripéties qui vont l'amener notamment à devenir un emblème au sein de ce royaume et surtout à se forger une image de femme complètement indépendante et surtout de femme qui n'existe pas dans l'univers de Tolkien puisque oui, Hera n'existe pas dans l'univers de Tolkien. Je ne vais rien vous apprendre si jamais vous connaissez l'univers, mais voilà. Mais en tout cas, ces péripéties vont l'amener notamment à se livrer une bataille contre Wulf, qui est le fils d'un clan qui était ami du Rohan mais qui ne l'est plus. Et je vais arrêter de m'attarder sur les détails parce que vous vous rendez bien compte que c'est compliqué, mais comme souvent avec Tolkien, derrière la complexité, il y a beaucoup de bonnes choses. Et pour en parler avec moi, tu m'as tout de suite demandé de faire la vidéo. Oui. Il n'y a pas eu trop d'hésitation, Oui. On s'est débrouillé, on a arrangé nos plannings, mais il fallait donc que nous fassions cette vidéo sur le Seigneur des Anneaux avec mon cher Hugo. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Ouais, pareil, surpris de pouvoir parler du Seigneur des Anneaux avec toi. Je pense que ça fait partie des trucs qu'on peut encore cocher, tu sais, dans notre liste. Ça fait Et en plus, on va pouvoir en reparler dans les années à venir. Ouais, alors ça par contre, je t'avoue que autant celle-là, je la vois vraiment de manière positive, autant reparler avec des histoires de Gollum en sachant le jeu vidéo qui nous ont pendu en début d'année. Voilà. On en reparlera. On en reparlera, ça c'est sûr. Mais on en reparlera. On en reparlera, ça c'est clair. Non mais en tout cas déjà ce projet, ça fait un petit moment qu'on en entend parler parce que donc si vous êtes adepte du Seigneur des Anneaux, ça n'est pas la première fois que le Seigneur des Anneaux est adapté en animation. Il y a déjà eu une première adaptation dans les années 70. Qui est ce qu'elle est. Pour certains elle est horrible, pour d'autres elle est intéressante et pour d'autres elle est ultra innovante, voire même avant-gardiste. Chacun a son point de vue là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est pas la première fois que le Seigneur des Anneaux est adapté en animation, c'est la première fois par contre que l'on parle de la guerre des Rohirrim qui, pour rappel, fait l'équivalent de 6 lignes dans les appendices du Seigneur des Anneaux. À partir de là, on peut raconter un peu tout ce qu'on veut autour de cette guerre, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que des auteurs comme les Anneaux de Pouvoir peuvent se baser sur 3 lignes pour réussir à nous faire une saison sur tout un événement. Mais voilà, ce qui est intéressant en fait ici, c'était qu'au-delà de l'animation, au-delà du fait que c'était un film avec un style japonais, c'était qu'il y avait donc Kenji Kamiyama, qui est une sommité aujourd'hui dans le monde de l'animation japonaise puisqu'il touche un petit peu à tout, autant à Ghost in the Shell qu'à Star Wars. Vous avez le fait qu'il y a Philippa Boyens, Fran Walsh et Peter Jackson qui soutiennent le projet depuis un paquet d'années. Vous avez le fait que le film est clairement adoubé par les studios qui étaient à la base du projet du Seigneur des Anneaux, et vous avez le fait qu'il fait partie du lore du Seigneur des Anneaux selon Peter Jackson. C'est pas comme la série Les Anneaux de Pouvoir qui elle se détache complètement de cette vision-là. Là ici, c'est vraiment l'objectif de se sentir en Terre du Milieu comme l'a vu Jackson au début des années 2000. Parce que les décors, parce que l'ambiance, parce que la musique, parce que les personnages rappellent forcément ou font écho à des choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir soit au cinéma, soit chez soi. Contexte placé. Mon cher Hugo, qu'as-tu pensé de cette guerre des Rohirrim? Eh ben ma foi, par rapport au réalisateur, petite mention quand même qu'il a bossé sur Akira. Tout à fait. C'est important. C'est bien de le souligner. Alors, c'est pas le réalisateur d'Akira, mais il a bossé sur l'animation. Il a bossé sur les décors d'Akira. Ce qui reste toujours bien noté dans son CV. Oui, voilà. Surtout dans ses débuts du CV. Oui, voilà. Il y a pire comme début de CV. Petit aparté, donc, et ben j'en ressors très content de cette séance du Seigneur des Anneaux. Surpris en plusieurs points qu'on abordera par la suite. Un peu avec certains questionnements, mais au final, c'était quand même un très très bon moment et je suis très très content, contrairement à d'autres gens dans la salle qui ont passé leur temps à souffler derrière moi. Voilà, et je pense savoir pourquoi, et on en reparlera. Ah yes, j'ai hâte que tu me fasses goûter ces moments croustillants. Oui, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, sincèrement, je le reverrai avec grand plaisir, rien que pour la musique. Rien que pour l'introduction avec la musique, j'étais là. Allez, c'est bon, il m'a conquis. Oui. Il m'en faut peu, certes, mais bon, c'est le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est comme beaucoup de monde, c'est une saga avec laquelle j'ai grandi. Même si je ne suis pas aficionados comme certains, je n'ai pas lu les bouquins, voilà, comme ça, allez-y dans les commentaires, vous pouvez vous déchaîner, je sais qu'il y en a que ça énerve, c'est fait, mais j'ai quand même grandi avec le Seigneur des Anneaux, je suis allé voir les Hobbits au cinéma et je les ai vus plusieurs fois depuis, les Anneaux de Pouvoir aussi, enfin voilà.
Donc j'avais hâte de ce projet, le fait que ce soit en animation en plus, et j'en ressors ravi. Mais avec des questions. Mais ravi. Heureusement que tu as quelques questions tout de même. Oui. Moi j'ai vraiment adoré. Mais je pense qu'il y a zéro objectivité en fait parce que je reprends, enfin pour moi il me fait le même écho et c'est pour ça que j'aurais peut-être du recul avec le temps, mais là à l'état actuel j'ai pas du tout de recul, il me fait le même effet qu'un voyage inattendu. C'est-à-dire qu'avec le recul on sait que le Hobbit c'est pas extraordinaire, il y a plein de défauts. Non. Soyons objectifs, Oui. c'est pas extraordinaire et il y a plein de défauts. Mais lorsque vous avez un voyage inattendu qui se pose devant vous et que vous avez attendu depuis donc 2003 un nouveau volet de la saga du Seigneur des Anneaux, vous avez ça qui se pose devant vous, vous avez des papillons dans le ventre, vous avez les poils qui s'hérissent dès le début avec la musique, il se passe forcément quelque chose. Donc il se passe également cette même chose avec la guerre des Rohirrim, c'est-à-dire que moi pendant les 10 premières minutes j'avais les poils qui étaient hérissés, j'avais une banane comme ça qui m'arrivait jusque à la pommette. Le thème des Rohirrim, oui, qui est déjà dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça, il est incroyable. Il est trop bien. Howard Shore il avait composé un thème musical qui était juste hallucinant de justesse et il est réutilisé à juste titre durant la quasi-totalité du film, il est remixé à plein de reprises, mais le film dégage une vraie énergie, quelque chose de fort. Je trouve qu'il arrive en même temps à être dans une forme de continuité avec la manière avec laquelle Fran Walsh, Philippa Boyens et Peter Jackson arrivaient à raconter leur histoire dans les précédents films, mais en même temps elle se détache un petit peu dans la manière d'aborder les personnages, dans la manière d'aborder le contexte, dans la manière de jouer avec les rapports de force, etc. C'est clair que c'est pas un film qui est 100% original dans le sens où clairement il a pour objectif d'être dans la même veine que le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, mais il arrive quand même à se créer une identité. Le fait que ce soit de l'animation japonaise. Déjà, il y a quand même ce mélange. Enfin, restons sur le papier que ce mélange est quand même super perché, c'est-à-dire des Néo-Zélandais viennent produire un film d'animation japonais doublé par des Américains et des Anglais. Tu me mélanges ça, moi D'ailleurs, beaucoup d'anglais, on en reviendra, mais il y a beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup d'anglais. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film, je le trouve objectivement très réussi sur plein de points. Il y aura quelques points sur lesquels on pourra revenir, bien évidemment, et qui font que peut-être on peut émettre quelques réserves dessus. Mais de manière globale, moi j'ai passé un moment de fou, j'ai pas vu le temps passer, je me suis laissé bercer par cette aventure et j'ai trouvé qu'elle était ultra efficace, très bien rythmée, vraiment belle niveau animation, et que surtout, enfin, encore une fois, il y a ce bonheur de retourner en Terre du Milieu, ça fait un bien fou, quoi. Ça, on est d'accord. Ouais. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc à la base, que je me repère, si je dis pas de bêtises, donc il y a le bouquin de Tolkien. L'histoire a été développée par, ça y est, je vais avoir perdu le nom, Jeffrey Atkins, Will Matthews et Philippa Boyens, qu'ils ont ensuite réécrit avec Argy Papageorgiou, ainsi que Phoebe Gittins. Punaise, je pensais pas réussir à tous les retenir. 10 points. On sent dans cette écriture qu'il y a vraiment eu le besoin de synthétiser. Parce que rappelons que donc on part de 6 lignes dans les appendices qui servent de repère. Donc Helm, le roi du Rang, la chute avec ses 2 fils, la prise entre guillemets du pouvoir par un de ses cousins. Enfin voilà, partons juste de ça. Ils ont réussi quand même à greffer toute une histoire de lutte entre les peuples du Rohan, de sous-texte avec le Gondor qui derrière serait potentiellement par un changement de régence en train de basculer vers quelque chose qui les dépasse. Vous rajoutez par-dessus donc qu'il y a une histoire avec 2 enfants qui ont été très proches plus jeunes et qui là se retrouvent un petit peu comme des frères ennemis. Enfin, je trouve qu'ils ont amené quand même une vraie densité dramatique à quelque chose qui aurait pu se résumer à juste ben, on va faire la guerre quoi. Littéralement. Oui. Ah non, mais je suis d'accord. Sur le papier, c'est littéralement juste ça. C'est-à-dire que vous vous arrêtez aux 30 premières minutes, à la fin des 30 premières minutes, c'est bah, va y avoir la guerre, point. Débrouillez-vous avec ça. Non, c'est un peu plus intelligent que ça. Heureusement. J'ai retrouvé un côté très dramaturgique, très théâtral en fait. Au niveau de l'écriture, c'est limite shakespearien. Ah bah très, très shakespearien. C'est très inspiré par ça, mais avec une intelligence et une nouveauté, j'ai envie de dire quand même, qui est présente et qui est agréable. Ouais. Au final. Et c'est vrai que de ça, grâce à ça, ça se détache aussi du Seigneur des Anneaux, qui est quand même très sommaire, c'est juste qu'on suit beaucoup de personnages, mais en soi les histoires sont très sommaires. Alors peut-être pas sommaire, mais linéaire. Linéaire, linéaire, voilà. Linéaire. C'est très linéaire, et le Hobbit aussi. Oui. Là, on a le Hobbit même encore plus. Oui. Le Hobbit même encore plus, parce que les personnages se séparent quasiment pas. Oui, non mais ça... mais on y reviendra. Oui, ça, c'est là, on a vraiment toute une complexité, des enjeux politiques qui sont rarement traités, à part dans la série Les Anneaux de Pouvoir, du coup. C'est ça. Où là, on trouvait déjà ça. Et on sent qu'il y a un héritage quand même post Anneaux de Pouvoir, Game of Thrones, et qui s'est inspiré, qui se sont inspirés
du théâtre anglais. Pour moi, tu vois, j'aurais même fait plus simple, il y a un héritage très Tolkien en fait. C'est bête, mais on a tendance à oublier que Tolkien, ce qui l'intéressait dans le Seigneur des Anneaux, c'était aussi de montrer des luttes de pouvoir et de montrer à quel point c'était pas les batailles le plus important, mais à quel point un personnage va essayer d'en dominer un autre et va essayer de prendre la régence d'un pays. Enfin, encore une fois, on oublie, mais je pense que c'est la partie qui a dû servir de base, mais réellement au travers de ce film. Mais déjà, et bon, il y a le décor et toute l'ambiance, mais ça se voit que c'est les deux tours qui ont passionné les auteurs parce qu'il y a cette idée qu'au milieu des deux tours, il y a ce problème de la régence du rang qui est manipulé par Grima et qui fait que du coup le roi Théoden est complètement sous le joug de Saruman et il y a toute cette partie-là en fait qui les a intéressés et je sens ici que tous ces auteurs avaient pour objectif aussi de construire un film sur, comme tu l'évoques, une lutte de pouvoir, mais pas uniquement une lutte de pouvoir, de montrer que cette lutte de pouvoir, finalement, elle retranscrit tout ce qui se passe à ce moment-là comme changement dans la Terre du Milieu, avec, comme je l'évoquais, ce truc qui est vraiment jeté quasiment à la gueule du spectateur, mais c'est en cela, pour moi, que je trouve c'est intéressant. On nous dit juste à un moment, au Gondor, il y a un changement de pouvoir. Et c'est genre, débrouille-toi avec ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais tu vois que ça a un poids. Tu vois que ça fait que ce mec débarque un petit peu de nulle part et décide presque de dire à Helm vas-y je vais prendre le trône à ta place ou alors marie mon fils à ta fille et puis ensuite je te déglinguerai. Voilà, c'est ça. Et tu vois que c'est ça qui est intéressant, cette lutte de pouvoir qui, comme tu l'évoquais, fait forcément écho à un autre RR, mais cette fois Martin, qui lui aussi aimait bien montrer à quel point un royaume se gouverne presque uniquement des fois par je marie machin avec machin et ça va suffire à faire en sorte politique, que sans combat, sans grande guerre, sans juste avec des mariages arrangés qui font qu'ensuite tu peux piquer le pouvoir à machin juste parce que là techniquement il n'y a pas d'immenses batailles comme avait pu être le gouffre de Helm, du coup très beau parallèle. Il y en a une petite mais c'est plus un siège, c'est un voilà, siège, c'est montré comme tel. C'est limite plus proche historiquement, avec des grosses guillemets mais c'est plus proche historiquement que juste les batailles qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, surtout dans le Hobbit. Ouais. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut presque faire un parallèle parce que mine de rien c'est bon de rappeler que Tolkien il a conçu le Seigneur des Anneaux dans l'enfer des tranchées et clairement les batailles qui sont montrées ici ce sont des batailles de tranchées, ce sont des batailles qui sont dans l'attente de la guerre et dans l'attente de la violence qui pourrait germer par la suite et je trouve ça très intelligent parce que sans forcément que ça ait été je pense l'ambition principale des auteurs, ils reviennent à ce qui pour moi faisait l'essence même de Tolkien lorsque tu lis les livres. Quand tu lis les livres, mais il n'y a pas de genre immense bataille au gouffre de Helm qui va durer pendant 300, c'est de l'attente. C'est les personnages, ils sont en mode attends, je vais peut-être t'attaquer, non peut-être moi, non peut-être moi, non peut-être moi. Et finalement, tu te retrouves à avoir cette espèce de latence propre à la guerre, la vraie, où tout le monde se saute pas dessus en mode je vais te déglinguer. C'est plus est-ce qu'il y en a un qui va attaquer ou est-ce que ça va être l'autre? Et finalement, tu te retrouves à attendre. Et le film mise beaucoup justement sur des dialogues, des rapports de conflit entre les personnages, des mystères, presque un jeu de fantastique par moment qui est évident autour de certains protagonistes. En même temps, tu vas me dire, vu cet univers, si tu n'avais pas du fantastique, ça serait un peu bizarre. Évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant, de montrer que la guerre, c'est pas quelque chose qui va genre péter dans tous les sens. Et je dis pas, je suis le premier à kiffer la bataille du gouffre de Helm, mais la bataille de fin du Seigneur des Anneaux. Je suis le premier à adorer ça. Mais c'est aussi intéressant de voir une autre manière d'aborder cet univers. Et encore une fois, je rebondis sur un autre point que j'ai pas l'occasion forcément d'évoquer sur cette chaîne parce qu'on parle pas trop de séries. Mais c'est ce qui pour moi fait que Les Anneaux de Pouvoir est loin d'être une mauvaise série. Mais c'est une série qui est plus basée sur le dialogue, sur les rapports de personnages. Elle est bien cette série. Mais oui, mais il y a plein de gens qui l'aiment pas. Il y a beaucoup trop de gens sur internet qui l'aiment pas. Il y a beaucoup trop de gens. Mais ça c'est un autre débat. Mais voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas du tout aimé Les Anneaux de Pouvoir, qui vont se ruer sur la guerre des Rohirrim en se disant ouais ça va être trop bien, on va encore retrouver des batailles, ça va être génial parce que ça s'appelle la guerre des Rohirrim. Mais en fait, la guerre, c'est une vraie guerre. Oui. C'est une guerre qui prend son temps, voilà, c'est une guerre qui laisse les humains vivre, c'est une guerre qui montre que ce qui est terrible, en fait, c'est plus de perdre des gens que de réussir à gagner une bataille. Et voilà, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort. Mais après, voilà, je pense que on pourra pointer du doigt aussi, alors je suis le premier à trouver ça un petit peu grossier, mais en même temps, ça fait partie de l'univers, mais Wolf est pas le personnage le plus étoffé du monde au bout d'un certain moment. Ah non, mais on reste quand même dans une écriture très classique. C'est ça. Ça révolutionne pas. C'est archétypal, quoi. C'est vraiment des personnages. Ça révolutionne pas l'écriture, mais ça révolutionne un petit peu le genre du fantastique au cinéma, enfin de l'heroic fantasy au cinéma. Complètement. Parce qu'au cinéma, pour le coup, on n'avait pas eu l'occasion de voir ce qu'on a pu voir avec Game of Thrones en 8 saisons et Les Anneaux de Pouvoir avec pour l'instant 2 saisons. Oui. Là, mais qui va encore avoir 3 saisons derrière qui sont supposées réétoffer encore plus le lore et lui donner là, du contexte. Là, non, on est vraiment sur un film un peu plus, je dirais,
pas mature, parce que c'est pas ça, mais différent en tout cas. Ouais, c'est ça. Et Qui même- cherche à aborder l'univers avec plus de justesse, ou si ce n'est plus de justesse, plus de logique par rapport à ce qui doit être véhiculé derrière. Tu peux pas faire une immense bataille qui va limite péter le gouffre de Helmand 2 quand tu sais que derrière le gouffre, quand on le retrouve 200-300 ans plus tard, il est nickel, il n'a pas bougé. intact, C'est ça. Ils ont poli les... Ah bah, ils ont poli les briques. murs, voilà. Et après, il faut forcément en parler parce que du coup, c'est très intéressant d'évoquer ça. Mais donc, Hera, qui est un personnage complètement fictif pour le coup, qui n'existe pas du tout dans le lore du Seigneur des Anneaux et qui a été inventé pour ce film, je trouve que c'est un personnage qui a vraiment une portée dramatique, qui est intelligente, d'autant plus avec le fait qu'ils ont choisi d'avoir une narration qui est portée tout du long du film en voix off par le personnage d'Éowyn, qui était, elle, c'est bon de le rappeler, un personnage mais en toile de fond dans les bouquins, et que Peter Jackson, Philippa Non, mais Boyens c'est et Fran Walsh ont décidé de mettre ultra en avant dans le film, comme si c'était vraiment un personnage qui devait avoir une importance capitale. Et je trouve ça très fort. Ah si, oui. Non, je suis en train de me dire que je crois que la VF de Éowyn, je me demande si c'est pas la VF de Galadriel. Ah, et là par contre on a un Et plantage. là, on a un problème. Et là, on a une erreur, Faudra que je Jean-Michel. vérifie, mais je crois que... oui. Ah, désolé Déjà, Jean-Michel. c'est pas bon, là, petite c'est pas erreur. bon. Les calculs sont pas bons. Mais, Mais- en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce personnage-là parce que je trouve qu'Hera est un personnage très intéressant à suivre. Elle est très bien étoffée, elle est très attachante. On sent qu'il y a une envie de vouloir en faire une héroïne du Seigneur des Anneaux et pas juste. Et puis c'est renouveler ce genre masculiniste au possible. C'est ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui vont râler parce qu'ils vont se dire. c'est une nana, Exactement. Et c'est triste de limiter à ça parce que c'est ce qui faisait la force, entre guillemets, déjà. Bon, à part Arwen, qui je trouve est vraiment le personnage, mais alors le plus sirupeux du monde dans la trilogie de Jackson, mais sinon vous prenez les autres personnages féminins qui, bon, certes parfois ont pas le côté très étoffé qu'on attendrait d'eux, mais qui reste tout de même important. Je trouve qu'il y avait déjà eu un gros pied qui avait été mis dans la fourmilière du côté justement très masculiniste de l'univers du Seigneur des Anneaux, en mettant Avec le Hobbit. Non, pas avec le Hobbit. Le Hobbit, Ah oui, non. le Hobbit, c'est loupé de ce Ah oui, côté-là. oui. Mais en même temps, le Hobbit, c'est l'histoire de plein de Oui, nains mais qui oui, sont oui, tous ensemble. oui. Il y a un côté un peu gay, un peu crypto-gay dans le Hobbit. Oula, hein, fais c'est- gaffe. Fais voilà. gaffe. Non, mais c'est vrai, il y a un Tout moment, doux, ils font disons, tous tout la doux. fête. Voilà, bon. C'est des nains. C'est des nains, ouais. Ils font la fête. Oui, bah, il y a quand même un côté. Bon, ok, on découvre dans la série qu'il y avait aussi des femmes nains et que du coup, Voilà, ça n'a aucun c'est sens ça. que ce soit que des mecs qui y aillent. Mais bon, bref, ça c'est Exactement, pas ça façon. c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, Hera, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant à suivre, qui a vraiment une vraie portée dramatique, qui je trouve est très bien amené. Et partir de rien et amener ce personnage-là, tout en gardant aussi tout le reste qui était déjà présent dans l'univers de Tolkien, c'est-à-dire Helm et ses deux fils, je trouve ça quand même assez fort. Et Non, ça mais fait c'est que le film intelligent, tient c'est vraiment pas- la route. Puis c'est pas déconnant du tout, c'est pas. Enfin voilà. Tu te dis c'est- pas, elle est amenée pour être amenée. Tu te dis, elle est Oui. amenée, elle a de l'importance, elle a de l'intelligence. Et on a beau peut-être un poil tendance à voir, à matraquer par le biais de la voix off, qu'elle va vivre de grandes aventures, qu'elle va Oui. changer le rang, etc. On l'oublie au bout d'un moment et on se laisse simplement porter par son aventure. Et je trouve qu'en tant que tel, rien que ça suffit. Bon, Pixar l'avait fait il y a 11 ans. 11 ans. Ouais, 11 ans. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas différent. C'était différent. En termes de mise en scène, donc Kenji Kamiyama, donc largement considéré comme un monsieur qui a vraiment été très important pour l'animation japonaise depuis maintenant 20-30 ans. Il est indéniable que dans la grande majorité, je trouve l'animation magnifique. J'aurais une petite réserve à émettre. Je trouve que par moments, le film a ce syndrome qui me gêne un peu dans les films d'animation japonais. C'est-à-dire que par moments, j'ai un peu l'impression que les personnages sont figés et qu'ils ont un peu suranimé Oui. certains éléments. Genre, c'est un truc tout bête, mais le père de Wolf, quand il débarque dans la salle du trône et qu'il commence à faire son discours, il a un gimmick que j'ai pas compris. Il bouge constamment Bah, les en mains fait, comme ça. Je me pose la question s'il n'y a pas eu soit des références, soit la réutilisation de rhodoscopie. Parce que ça fait très ça, en fait. Il y a des moments où Quand ouais. tu regardes Le Seigneur des Anneaux qui a été adapté dans les années 60-70 et même Cool World et voilà, bah, ça fait très ça comme C'est animation. vrai que Et ça il n'y a fait pas un que peu ces ça. moments-là. Les moments où ils sont avec la longue vue et ils zooment dans c'est une image fixe Oui. dans laquelle ils zooment et tous ces et même quand il y a le peuple de sauvages qui arrive au gouffre de Helm, ça fait aussi très rhodoscopie. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est une des questions que je me suis posée à la fin du film. Moi, j'ai adoré ce parti pris d'avoir à la fois
une animation très japonaise au niveau des chara-design. Et très à l'ancienne en plus, il y a des moments où j'étais presque en train de me dire que ça faisait oui, pas loin et d'être non. dessiné. Non mais c'est ce mélange en fait. Oui, oui, Et oui. c'est ce côté très hybride qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs japonais aujourd'hui dans l'animation, c'est cette envie de vouloir à la fois combiner une modernité évidente, et elle est flagrante dans certains plans qui Oui. sont clairement en 3D et qui donnent une Les vraie décors. dimension épique. Voilà. Mm. Et même dans les mouvements de caméra, tu vois, il y a Oui. des mouvements des fois qui sont des très savants mélanges, je trouve, entre de la 2D classique Mm. et de la 3D, où les décors sont en 3D, où le mouvement de la caméra est en 3D, mais où on sent que le personnage est encore en 2D et a été Oui. animé de manière très fine pour faire en sorte qu'on se dise, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. En Et fait, je moi, trouve ça m'a très beaucoup intelligent. fait penser à l'animation de Vinland Saga, que je te recommande si tu as l'occasion de regarder, Ok. qui parle du coup de Vikings. Et il y a certains points, notamment le chara-design, où c'est très clairement inspiré. Tu verras, tu regarderas une image et tu feras ah oui, effectivement. Mais même au-delà de ça, au niveau du poids des personnages, qui est, je trouve, sensationnel dans le film. Bon, le sound design aide beaucoup aussi, mais ce poids qu'ont les personnages, c'est vraiment incroyable et au cinéma ça te scie. Ah non, mais oui. Et ouais, cette espèce de mélange, oui, 3D très récente et Cara Design dessiné, là c'est vraiment, c'était très intéressant. Et je pense, c'est une supposition, qu'ils ont réutilisé des animateurs de chez la Warner, parce que les monstres me font beaucoup penser à des dessins animés des années 90. Ah, Si je te oui. dis Godzilla et Men in Black, Oui, oui, je vois ce que les tu veux monstres, dire. Oui. et bah là les olifants du coup, Oui, c'est vrai qu'au niveau de c'est l'animation, il y a des vraiment trucs. ça. Il y a un truc, ouais, il y a un truc. Mais même de manière globale, tu vois, la manière avec laquelle ils mettent en scène les monstres, je trouve que Kamiyama a vraiment cherché à faire écho à une certaine manière et logique qui me faisait même par moments penser à Ghibli, dans la manière aussi Oui. de filmer les gros Oui, oui. plans, les Et même, déformations et des même certains visages. personnages. Ouais, il y a même des personnages Oui, qui oui. font clairement Ah bah, penser. Enfin, c'est très inspiré Ghibli. ouais. Enfin, Mais du tu coup, peux j'étais en train de me pas, dire, il y a plein de mélanges, il y a plein de Mm. petits trucs comme ça, et c'est ça qui pour moi montre qu'on n'est pas sur un film figé qui genre serait un film Seigneur des Anneaux avec une étiquette japonaise. Oui. Ça va beaucoup plus loin, ça cherche à expérimenter des trucs, ça va dans des directions qui sont assez surprenantes C'est visuellement. ça, c'est ce que je disais. C'est un film très original finalement. Quand on a fait notre petit. Avant de tourner la vidéo, on en a brièvement discuté et j'ai dit que c'était un film particulier du Seigneur des Anneaux. Et c'est rare de dire ça parce que le Seigneur des Anneaux, autant au niveau réalisation qu'au niveau écriture et tout, c'est très très classique. Ça va pas te tenter des trucs de fou furieux, alors que là, tout le long, dès l'ouverture, j'étais là. Ok, d'accord, allez, vas-y, montre-moi ce que t'as dans le ventre. En fait, ce qui a toujours été fascinant, c'est que Jackson, quand il a posé le Seigneur des Anneaux, il savait que en tant que tel, il n'aurait pas non plus besoin. Enfin, sa mise en scène Oui. est déjà Il marquée. avait, mais Donc, c'est en pas, fait, c'est pas un Non, reproche, mais t'inquiète, attention. c'est pour ça que j'appuie justement ce que tu disais, c'est qu'en fait, Peter Jackson de base a une mise en scène très marquée. Donc en fait, le fait qu'il se greffe au Seigneur des Anneaux, ça se combine parfaitement à son Mm. style. Et finalement, ce qui a fait la nouveauté et la créativité, c'est le lore, c'est la manière de donner forme à cet univers, c'est les technologies utilisées, Oui, c'est l'époque à laquelle c'est sorti, c'est le fait qu'à ce moment-là, on était clairement en train de se dire, à part 2-3 films un peu de KPDP fantastique, ce genre-là, le film fantastique et médiéval, les tout rôles le monde fantasy. avait- Hein. tout le monde avait décrété que c'était mort et que ça Oui, ne oui. marcherait pas, sachant qu'en plus à cette époque-là, juste avant, il y avait quand même eu Donjons et Dragons qui était sorti et qui reste à ce jour une grosse daubasse. Mais voilà, c'était vraiment un film qui, à l'époque, avait été un tournant dans cet univers-là et avait démontré qu'on pouvait faire du cinéma différemment et en ayant juste ce qu'il faut de mise en scène pour faire en sorte qu'on se dise et punaise, je vois pas en comment le genre pourrait être autrement mis en scène que par le biais de ce que Peter Jackson a souhaité faire. Ce qui a fini carrément par faire en sorte que Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi devienne l'un des 3 rares films de l'histoire du cinéma à remporter 11 Oscars, Mm. ce qui est un record. Ce qui est énorme. Avec Ben Hur, avec Titanic, voilà, il n'y a que Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi qui peut se vanter d'être à la même table que ces deux films-là. Mais voilà, et c'est pour montrer que, je pense, au travers de ce film d'animation, l'objectif n'est pas de changer la donne, parce que déjà le film est vraiment visuellement accroché à l'univers de Jackson. Je veux dire, le rang de cet univers-là et de ce film, Ouais. c'est le rang de Peter Jackson. Rien que la Le réutilisation gouffre du de thème. Helm, la réutilisation du thème de Warshore. Rien que ça. Le gouffre de Helm, c'est le même gouffre de Mhm. Helm qu'il y a dans les deux tours. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prise de risque d'un point de vue design. Ce qui fait la force, c'est le fait de se servir de différentes techniques d'animation pour donner une nouvelle ambiance et un nouveau regard en fait sur cet univers-là.
un univers qui du coup devient un peu japonisant, restant tout de même ancré dans la culture néo-zélandaise, mais avec un style d'animation atypique. C'est ce mélange en fait qui peut vraiment sembler un petit peu rebutant au début, où on se dit qu'est-ce que c'est que ce projet un peu bizarre. Je me faisais la réflexion pendant le film, où je me disais, ça va en perdre plus d'un. Ah bah oui, mais il y en a clairement plus d'un, et il suffit de voir déjà les premiers tours, où les gens sont paumés en fait, se demandent si c'est un film japonais, mais c'est doublé en anglais, mais c'est le Seigneur des Anneaux, donc ça se passe dans un univers néo-zélandais, en plus ils réutilisent le thème musical, mais on voit que c'est les mêmes décors, mais ça semble pas être la même ambiance. C'est très déstabilisant parce que ça semble être un film qui veut pleinement s'ancrer dans l'univers du Seigneur des Anneaux selon Jackson, mais qui pour autant est en animation. Donc les gens sont vraiment en mode, sur quel pied je dois danser? Est-ce que c'est un fan film? Est-ce que c'est des Japonais qui se sont dit, vas-y, on aime bien le Seigneur des Anneaux? Comme ils l'ont fait avec Batman à une époque. Oui, complètement, complètement. Et encore aujourd'hui, il y a même des films d'animation de Batman qui semblent reliés à la série de 92, mais s'en détachent par certains aspects, mais vont rapporter des personnages qui viennent de tel univers ou tel univers, qui vont s'inspirer en même temps de The Dark Knight, tout en détachant un petit peu cela et en rendant l'ensemble plus fantastique. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un mélange de cultures et que c'est des personnages ou des univers qui sont tellement portés à l'écran à gauche et à droite que certains préfèrent complètement s'en détacher et faire leur truc dans leur coin comme les Anneaux de pouvoir, où clairement, certes, on sent qu'il y a le fantôme de Jackson qui plane autour de certains chara-design, mais il y a aussi une envie de vouloir s'en détacher dans la manière d'aborder certains personnages ou d'aborder certains contextes. Et t'en as d'autres comme Kamiyama qui se disent bah, faut absolument que visuellement je sois accroché à l'univers de Jackson. Par contre, ça sera de l'animation. Donc j'ai le droit de prendre des risques et j'ai le droit aussi de tenter des choses très différentes. Et ça se sent. Et pour moi, ça paye. Mais après, s'il y a quelqu'un demain qui vient me dire j'ai trouvé ça vraiment chelou et j'ai pas adhéré, je vais être le premier à lui dire t'inquiète mec, c'est de l'animation japonaise. Je veux dire, si t'aimes pas ça un minimum, tu vas complètement passer à côté et tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ce film où je comprends rien. Je pense qu'il y a aussi toute une population qui va se dire c'est de l'animation japonaise et qui vont s'attendre à de l'animation japonaise très classique. Style Ghibli ou style animé japonais qu'on voit aujourd'hui en série. Et disons qu'on est un peu dans un hybride. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans l'animation japonaise. Moi, c'est le grand défaut que j'évoquais un petit peu au début, mais qui se ressent pas forcément de manière flagrante ici, mais qui par exemple était très présent dans Spy X Family, où on avait l'impression par moment que les scènes, c'est des personnages qui étaient très figés et que c'était juste leur bouche qui parlait comme ça, et que du coup, ils continuaient de discuter comme ça sans bouger le corps. Et on est un peu dans cet hybride ici par moment, même si c'est très effacé parce qu'il se passe tellement de choses à l'écran, il y a tellement de mouvements que Kamiyama, il peut pas se miser là-dessus. Et il n'a pas envie de miser là-dessus. Le projet, je crois que ça fait 5, 6, 7 ans qu'il bosse dessus. Donc il a clairement pas envie que son film, ce soit juste des personnages figés qui parlent comme ça et qui donnent des dialogues dans ce genre-là. Donc ça fait pour moi que c'est vraiment un film atypique. Ça va en faire une force, mais ça va en faire une force pour certains et un défaut pour d'autres. Oui. Voilà, clairement. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer ça. Niveau casting, alors toi je sais que tu as vu le film en VF, moi j'ai eu la chance de le voir en version originale. Je vais faire d'abord l'original et ensuite tu vas me dire ce que tu as pensé du casting VF de ton côté. Donc en version originale, moi personnellement je trouve que Brian Cox dans le rôle de M est vraiment impressionnant, je veux dire il a la voix qu'il faut pour porter le personnage, c'est un acteur de toute façon moi, que je trouve excellent. Gaia Wise dans le rôle de Hera est vraiment cool. Je trouve qu'elle arrive très bien à porter le personnage et à la rendre très impactante. Miranda Otto, donc qui fait la narratrice dans le rôle de Eowyn, est très efficace, vraiment juste et tout ce qu'il faut pour réussir à porter le film et à faire l'équivalent d'une Galadriel, je dirais. L'équivalent, c'est pas non plus Galadriel, c'est pas tout à fait pareil. Luc Pasqualino dans le rôle de Wolf est vraiment très bien aussi, je trouve excellent. Wasdan Kafari et Benjamin Wayne, que je dise pas de bêtises, Wainwright dans le rôle des deux frères sont vraiment tous les deux très bons. Enfin, dans l'ensemble, je trouve ce casting vocal original très juste parce que c'est des acteurs qui ont une voix très particulière et qui pour autant s'effacent vraiment derrière leur personnage. Ce qui peut être une vraie complexité quand c'est pas des sommités, voilà. Mais ça peut être une vraie complexité lorsque tu as un star talent de te dire bah vas-y, je vais porter un film et il faut qu'on arrive à m'oublier derrière la voix du personnage. Et par exemple, en France, lorsqu'il y a des star talents qui sont utilisés, il y en a certains qui n'arrivent pas du tout à s'effacer derrière le personnage. Mais il y en a d'autres qui sont très inspirés et qui arrivent complètement à disparaître. Et là, pour le coup, je trouve que chacun de ces acteurs arrive très bien à disparaître. Et vraiment, petite mention spéciale pour Gaia Wise, qui je trouve est vraiment excellente dans le rôle d'Hera. Elle arrive à très bien le porter personnage. Et elle emmenait vraiment très loin. Enfin, il y a des moments où il y a des scènes qui sont dures. Et elle arrive vraiment très justement à faire ressentir la complexité de l'héroïne qui doit accepter des situations alors qu'en fait, elle a rien demandé du tout. Et de ton côté, la VF, mon cher? Alors déjà, on va commencer par quelque chose. J'adore les voix françaises. J'adore la VF, je suis un grand fan de VF, voilà, je le dis maintenant. Autant le placer. Comme ça c'est fait. J'ai pas le nom des doubleurs
Même si je pense vraiment, il faudra qu'on vérifie, mais je pense vraiment que c'est la doubleuse de Galadriel qui fait la voix off. Ce qui est quand même très perché pour le coup. Ou alors c'est la personne qui double Galadriel, qui double Éowyn, mais qui a essayé de faire la même voix que Galadriel, et dans ce cas c'est très bien réussi, mais voilà, je comprends pas. Bref, au-delà de ça, au niveau des personnages, la VF est vraiment incroyable, et la VF de Brian Cox, dans le rôle de Helm, est terrorisante. C'est vrai? Mais vraiment, c'est une réussite. Tu sens en fait qu'il est habité, c'est limite s'il a pas le même physique que Helm, quoi. Oh. Je sais, comme je disais, je ne sais pas qui d'où parce que j'ai pas pris le temps de regarder. My bad. Mais non, là, vraiment la VF est réussie. Mais comme l'étaient les VF du Seigneur des Anneaux et Oui, du bah Hobbit, oui, là de pour le toute coup, façon, ça c'est, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher, c'est ça. Ah. Et de toute façon, voilà, comme je disais, je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup la VF. Et j'ai un peu le même avis que toi, j'avais un peu peur du Star Talent. Et ça se ressent pas. Qui c'est que j'ai vu qui disait qu'il doublait dedans? Amixem. Et ben j'ai pas du tout. Bah tu vois, même ça m'a pas. Qui double Je qui? sais pas qui est-ce qui double, mais j'ai juste vu qu'il y avait Amixem qui doublait. Mais en tout cas, ça m'a pas choqué au moment où j'ai regardé le film. Ouais. Vraiment, bah, Bon, après, bah, ça veut dire- j'étais tellement dedans. Oui, non, mais ça veut dire justement qu'il a bien réussi Mais à c'est se ça, prendre dans la voilà, masse, c'est ce qui ça. est Mais plutôt après, cool. Mixem, c'est pas la première fois qu'il fait du doublage aussi. Enfin, Ouais. c'est pas une découverte non plus pour lui. Complètement. Donc, voilà, non, c'est une VF qui est réussie et n'ayez pas peur d'aller le voir en VF. Bon, évidemment, ceux qui préfèrent la VO, je comprendrai et je ne jugerai pas. Complètement. Mais voilà, c'est. Non, c'était très bien. Bon, bah tant mieux, c'est rassurant parce que c'est Mm. vrai que les VF sur les films d'animation, généralement, elles ont le droit à un petit soin très particulier et surtout, Oui, je pense que les doubleurs de films d'animation ont l'avantage d'avoir une liberté qui leur permet d'être Mm. un petit peu plus grandiloquents dans les gestes, notamment le japonais, où justement, vu que c'est des films où les animateurs ont tendance à faire en sorte que les personnages aient des grands gestes, tu Mm. peux beaucoup plus t'amuser, je pense, en tant que doubleur, et ça fait que notamment sur ce type de personnage, comme Helm par exemple, tu peux vraiment t'éclater, en faire des caisses, enfin, ouais, si, ah oui, bah, je visualise très bien rien qu'avec ce que tu m'as dit, ce qu'a Mm. pu donner le doublage, et je me dis que ça doit vraiment déboîter en VF. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retires de cette guerre des Rohirrim? Et ben une très bonne expérience, très intéressante, qui dépasse quand même au niveau expérience cinématographique, on va dire pure et dure, qui dépasse le Seigneur des Anneaux dans sa volonté de nouveauté et l'importance d'avoir un personnage féminin. Je reviens dessus, mais il était temps, quoi. Il était grand temps quand même, Oh, 2024, oui. voilà. Mais non, c'est une vraie réussite. J'espère qu'il parlera. Je comprends qu'il se fasse descendre par certaines personnes. Mais moi, j'ai passé un très très bon moment et je suis très content de cette séance. Bah, je vais te soutenir à 200%, même je vais être encore plus positif parce que moi vraiment je trouve que c'est un film qui arrive à vraiment perdurer un certain héritage du Seigneur des Anneaux que peut-être honnêtement et avec le recul, un voyage inattendu a réellement réussi à perdurer cet héritage. La désolation de Smaug et la bataille des cinq armées a pas réussi en fait à tenir la longueur et je trouve qu'on revient à cette sensation d'un voyage inattendu sur la bataille des Rohirrim. On a cette sensation de replonger dans l'univers, on a ces frissons, on a cette banane qui se dégage vraiment du plaisir de retomber là-dedans. Enfin, on sent que c'est un film qui n'a pas uniquement été conçu en mode on veut raconter la guerre des Rohirrim, mais on veut pas le faire en live, on veut le faire en animation. On sent que c'est une volonté de la C'est part vrai d'un qu'on auteur. n'en a pas parlé, donc on fait une petite parenthèse, mais j'avais aussi très peur du fanservice. Parce que c'est un film qui se passe 200 ans avant le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'ils vont nous mettre tous les personnages qui étaient là 200 ans avant le Seigneur des Anneaux et qui étaient C'est déjà ça. en vie? Mais non, Et non, c'est plus intelligent que ça, c'est disséminé. c'est vraiment bien fait et vraiment, je pense qu'il y a que du Parce que ça aurait pu fanservice dans être les une 5 dernières foirade. minutes. Je pense qu'il y a que du gros fanservice dans les 5 dernières minutes. Techniquement, le fait d'utiliser le thème de Warshore, Oui, c'est mais du fanservice. pour moi, mais... c'est de la Madeleine de Proust. Oui, c'est pas du c'est fanservice. Ça aurait été Mais du en tout fanservice, cas- il n'y aurait pas eu de sens. Mais là, ça a c'est du un sens. fanservice qui est bien fait et qui C'est du ça. coup est intelligent et qui du coup dénature pas complètement le Ah film. non, pas du tout. Et encore heureux, encore heureux. Mais voilà, clairement, bon, je pense encore une fois, tu as raison de le réappuyer, mais c'est un film qui va diviser et je pense qu'il y en a plein. Et je vous comprendrai en un sens parce que c'est vrai que c'est très atypique comme projet, mais faut dépasser le côté film d'animation japonais, produit par des Néo-Zélandais, écrit par à la fois des Britanniques, à la fois des Américains, doublé par des Américains, des Anglais, des Néo-Zélandais. Enfin, le mélange des cultures semble très difficile à accepter, mais faut vraiment y aller en se disant prenez du plaisir à retomber dans Je me l'univers. demande si c'est pas une majorité d'anglais. Il y a beaucoup d'anglais, Parce mais il que y avait j'ai vu beaucoup. qu'il y avait des acteurs l'acteur de la saison 3 et 4 de Skins,
Il y avait un acteur de Misfits. Bah, il y a Brian Cox qui joue dans Succession. Voilà, donc c'est ouais, je pense que c'est. Je pense qu'il y a un vrai mélange. Mm. Il y a un vrai mélange. Mais comme l'était déjà le Seigneur des Anneaux à la base, c'était Oui. un mélange de plein de cultures. Il y avait des acteurs qui venaient d'Angleterre, il y avait des Américains, il y avait des Néo-Zélandais. Enfin, encore une fois, le Seigneur des Anneaux, je pense, a toujours été un mélange. Un mélange de plein de cultures, un mélange de plein de manières de concevoir le cinéma. Et Ouais, le perdurer au travers de l'animation japonaise. La première trilogie du Seigneur des Anneaux, c'était surtout un grand mélange d'hommes blancs. Oui, mais ça, voilà, ça c'était l'air du temps, voilà, il faut se dire. Non, non. Il y avait quand même, et c'est bon de rappeler, mais c'était quand même un mec qui avait réalisé un film, mais qui avait été écrit par 2 femmes en plus. C'est bon de le dire. Philippa Boyens et Fran Walsh. Fran Walsh qui est la femme en plus de Peter Jackson. Donc mine de rien, faire un blockbuster Ouais, mais... coécrit par 2 femmes et produit en plus par ces 2 femmes, même aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'en trouver des blockbusters qui sont produits comme ça. D'accord au niveau du casting. La première trilogie est aussi produite par... Oui, ça, n'en parlons pas, s'il te plaît. C'est des sombres heures que je pense même Jackson a envie d'essayer d'effacer le plus possible de la mémoire des gens. Et disons-nous qu'ils ont plus participé à la distribution Non, du film. Voilà, essayons de trouver du positif. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à ça, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim de Kenji Kamiyama, ça reste vraiment à voir en salle. Qui plus est en salle parce que tu l'as bien souligné, mais l'expérience visuelle, sonore, ambiance, tout ça fonctionne vraiment dans une salle de cinéma, et l'épique rend encore une fois toujours encore mieux dans une salle de cinéma, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Mais ouais, essayez, même si vous êtes un petit peu rebuté par l'animation japonaise, peut-être que ça vous plaira pas du tout, ou peut-être que vous allez ressortir en vous disant mais si le mélange fonctionne du feu de Dieu, vous serez peut-être surpris. Merci mon cher Hugo. T'en bailles. Ça t'a fatigué. Tout ça. Merci. Bah, je merci ne sais à toi. pas quand est-ce qu'on se retrouve. On va essayer d'ici la fin de l'année parce que je crois qu'il y a un film avec un petit vampire qu'on est supposé chroniquer. Oh oui. Et je sais que tu en frétilles d'avance. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Tu sais quand est-ce qu'on se retrouve Vas-y, fais ta punchline de fin, vas-y. Allez, vas-y, fais ta punchline de fin. Au point où on en est, fais-moi ma punchline de fin, là, vas-y, fini. Souscrivez à... Oh punaise, t'es horrible, espèce de chacal. Fais-moi vraiment la fin. Non, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, fais la fin. J'aimerais qu'il a fait. Regardez les films parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Pourquoi on se retrouve du coup, là, il m'a bouffé ma fin. Le 18 juin, putain, le 18 juin. Oui, mais Hugo, c'est super loin, Oui, alors si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui avec Hugo, on a vu la bande-annonce de 28 mois plus tard. Voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait Alex Garland qui revenait, en plus. Oui, tu le savais qu'il revenait, ça m'en fous, je l'ai revu. Il me fait peur.